Très bien, les amis. Eh bien, si Halloween est votre truc, alors j'ai vraiment une histoire effrayante à vous raconter. Et c'est effrayant parce que ce n'est pas de la fiction, c'est la vraie vie. L'assassinat de mon ami Charlie Kirk. Je crois que nous sommes maintenant extrêmement proches de résoudre cette affaire. Je pense que après cet épisode, vous allez reconnaître qu'il existe une preuve irréfutable qu'il y avait en fait des acteurs étrangers impliqués. Et bien sûr, cela implique que notre gouvernement est au courant. Notre gouvernement le sait parfaitement. Nous le ressentions déjà ainsi. Alors, replongeons-nous tout de suite dans cet épisode improvisé. Bienvenue à nouveau sur Candice. D'accord, je veux commencer en vous disant que je suis complètement épuisée. Je n'ai pas dormi de la nuit en réalisant ce à quoi nous étions soudainement sur le point d'aboutir. Nous sommes tombés dessus par hasard. Je ne dirais même pas que c'était accidentel. Évidemment, c'est devenu mon obsession depuis que nous avons tous vu Charlie Kirk se faire exécuter devant le monde entier. Et puis beaucoup de gens mentent à ce sujet. Et beaucoup de personnes qui n'agissaient pas normalement ou ne faisaient pas leur deuil comme il faut, alors qu'elles étaient ses plus proches camarades et partenaires d'affaires. Et soyons francs, à mesure que je me rapproche de plus en plus de la vérité, il faut reconnaître que c'est quelque chose de plutôt dangereux. Et ma théorie maintenant, je me sens confiante de l'affirmer. Charlie Kirk a été éliminé par quelque chose de bien plus grand que Turning Point USA, l'organisation qu'il dirigeait, et certainement bien plus grand que Tyler Robinson sur le toit du Losi, qui, à mon avis, n'a même pas mis les pieds sur le campus ce jour-là. Et je pense qu'une autre chose que je devrais mentionner, c'est à quel point c'est tristement désolant. On peut déjà réfléchir à quel point c'est triste. Qu'il y ait autant de gens dans le monde qui en soient convaincus. Ils m'ont envoyé des emails. Je veux dire, j'ai reçu une quantité incroyable d'emails de personnes convaincues que Charlie est en réalité toujours en vie, n'est-ce pas? Et ce n'est pas triste parce que ces gens sont fous. En fait, ils réagissent au manque d'émotion et au manque d'élan venant de Turning Point USA pour découvrir qui l'a tué. C'est à cela qu'ils réagissent. Ils se disent, ils en arrivent à la conclusion que, d'accord, c'est tellement contre nature, la réaction de ces personnes qui lui étaient si proches, que la conclusion la plus logique et sensée, c'est qu'ils savent en réalité où est Charlie et qu'il est parfaitement vivant. Oui, c'est à quel point leur comportement est absurde. Passez à autre chose. Il n'est pas nécessaire de se tourner vers Turning Point USA. C'est ce que Charlie aurait voulu. C'est ça, son héritage. Que s'est-il passé? Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi on directe un vendredi? J'avais abandonné les vendredis, mais c'est tellement pertinent par rapport à ce qui se passe. Et je veux diffuser cette information pour que tous ceux dans le monde qui m'ont aidé à enquêter puissent profiter du week-end pour faire des recherches et que nous puissions partager les informations. La réponse à l'agence de renseignement centralisée, comme nous l'avons dit, c'est l'agence de renseignement décentralisée. Nous devons nous décentraliser pour nous déconnecter de ce système totalement démoniaque. Quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé hier, c'est que, évidemment, j'ai fait l'émission et je suis revenue sur l'avion militaire égyptien. J'en avais simplement tweeté alors que j'étais dans le Wyoming. Évidemment, j'avais remarqué qu'il n'était pas normal que cet avion militaire égyptien ait décollé le matin de l'assassinat de Charlie. Maintenant, j'ai fait l'erreur de penser qu'il était parti dans l'après-midi. Et la réaction à cela, c'est comme ça qu'on reconnaît toujours le signal, c'est qu'ils réagissent de façon excessive à quelque chose. Et puis, les robots militaires en font un sujet tendance. Franchement, c'est impossible que ça ait été tendance. Ce type me corrige sur le timing et il le tweet. Avant de s'en rendre compte, ça devient tendance, l'histoire de l'avion égyptien démenti. Mais non, je te l'ai montré hier. D'accord. Grâce à une personne très courageuse, une étrangère de surcroît, qui m'a informé que les personnes qui sont montées dans cet avion n'étaient pas celles qui en sont descendues. Alors, où sont-ils allés? Ils estimaient qu'il y avait environ 18 personnes dans l'avion à l'aller et bien moins au retour. Où sont passées ces personnes? Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Comme vous le savez, puisque je compte sur vous pour les infos, je n'en ai aucune idée. Je suis reconnaissant d'avoir une plateforme, mais je n'existe pas sans vous. Je vérifie toujours les commentaires pour voir si j'ai dit quelque chose de faux, si j'ai fait une erreur ou s'il y a quelque chose que j'ai manqué. Et quelqu'un, que j'ai eu la chance de voir, a laissé un commentaire en direct juste après l'émission. Je regardais vos commentaires et il a dit « Oh, Candice, cet avion dont on a parlé, le numéro de queue SUBTT, juste pour que tu saches,
environ 1 an plus tôt, cet avion était dans l'Utah en même temps que Charlie Kirk en 2024. J'ai réagi en me disant « Oh, c'est assez ironique si c'est le cas, mais c'est vrai. » Je me suis dit « Ce n'est probablement pas vrai. » Sauf qu'en fait, c'était vrai. Alors j'ai commencé hier soir et je me suis dit « Bon, peut-être que c'était une coïncidence. » Laissez-moi en fait, puisque je vous ai présenté cette chronologie à chaque fois que je venais en Amérique, voir si c'était toujours près de Charlie Kirk ou si c'était toujours près d'un grand événement Turning Point, si quelque chose se passait avec Turning Point. Et la réponse, les amis, si vous pensiez qu'une fois c'était peut-être 2 fois une coïncidence, 3 fois on a un complot, là on en est à pratiquement chaque fois qu'on remonte dans le temps et ce n'est pas fini, évidemment. Il se passait quelque chose chez Turning Point USA qui était voisin, d'accord, dans la même ville. Donc je vais vous faire parcourir cette chronologie, c'est tellement choquant pour moi. Et j'ai coordonné cette chronologie par couleur, je suis sûre qu'il y aura quelques erreurs. Relevez-les, sionistes. Allez-y à fond, faites-en une tendance. Pour les autres, dites-moi s'il y a de légers ajustements à faire. Mais je pense qu'on a fait un travail assez approfondi, donc je vais vous expliquer ce que vous êtes en train de regarder, d'accord? Numéro d'immatriculation. En fait, il y a 2 avions égyptiens parce que quelqu'un d'autre m'a dit « Hé, Candace, il y avait un autre avion militaire égyptien qui est parti 3 heures après. 3 heures après que Charlie ait été assassiné, depuis Provo, Utah. Et ce numéro d'immatriculation est SUBND. Et tu devrais jeter un œil à ça. » Et je me suis dit « D'accord, je vais regarder ça. Peut-être que c'est là que sont allés le reste des passagers. Peut-être que ce SUBTT vide est parti le matin et que 3 heures après l'assassinat de Charlie, ou peut-être que c'était le lendemain. Je suis désolée, 3 jours après, Marcus m'a corrigé dans l'oreillette. 3 jours après l'assassinat de Charlie, c'est à ce moment-là que le reste de l'équipage égyptien ou quiconque était dans cet avion a quitté Provo. Donc nous avons 2 numéros d'immatriculation et ils vont être coordonnés par couleur pour que ce soit vraiment facile pour vous. D'accord, numéro d'immatriculation SUBND, c'est un Gulfstream 4. Il transporte environ 12 à 6 passagers. Et numéro d'immatriculation SUBTT, ça va être notre principal. C'est notre Falcon 7X. Encore une fois, il peut accueillir environ 12 à 16 passagers. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ne voyagent pas tout le temps en jet privé, le numéro d'immatriculation, en gros, la meilleure façon de le voir, c'est comme un avion de ligne, on verra écrit American Airlines dessus, n'est-ce pas? Pour que les systèmes identifient les avions dans le ciel, ils leur attribuent une sorte de plaque d'immatriculation, appelée numéro de queue, car elle est inscrite sur la queue de l'avion. Ce numéro est unique à chaque appareil. On va commencer avec ça, et je vais vous montrer. Je vous montre ça simplement parce qu'en 2022, comme vous le voyez, je n'ai pris aucune note à ce sujet car je ne suis pas encore remonté aussi loin. Mais voici les 4 fois où BTT, donc ils sont tous les 2 SU, où BTT était ici en 2022. C'est la période la plus ancienne à laquelle on peut remonter sur Flight Radar. Maintenant, nous allons passer à 2023 et j'ai inclus des notes qui, selon moi, pourraient être pertinentes pour l'histoire. Donc, en 2023, Charlie Kirk, je suis remonté sur son fil X et il tape fort sur l'Ukraine. Je veux dire, il tweet sans arrêt. Des photos de Zelensky à moitié nu parce que, vous savez, il était acteur avant. Évidemment, c'est un homme homosexuel. Il est en train de réclamer, en gros. Gardez ça en tête tout le temps, les gars. Je veux qu'il puisse parcourir tout ça. En gros, il exige qu'on se retire de la guerre en Ukraine. Il accuse l'Ukraine et Zelensky de corruption, de fraude financière, de blanchiment d'argent. Si on remonte un peu, il a en quelque sorte déclaré la guerre à la guerre en Ukraine, au sens figuré. OK? Et il ne prend pas parti pour l'équipe Ukraine. Il n'est pas pro-Russie, mais il ne l'est pas non plus. Je pense que c'est pertinent, évidemment, parce que, oui, quand on parle de blanchiment d'argent autour de l'Ukraine et de la Roumanie, on marche en fait sur les plates-bandes de l'Amérique, non? En réalité, ce n'est pas quelque chose que l'on peut simplement dire lorsqu'on dirige cette organisation pro-américaine, étant donné que ce sont ces personnes qui dirigent notre gouvernement. Les 10 et 19 janvier, je tiens également à préciser que je pense que cela est pertinent. Rob McCoy anime la toute première tournée des pasteurs de Turning Point USA d'Israël. Il guide un groupe de pasteurs à travers Jérusalem. Le 20 février, je pense que cela pourrait être pertinent parce que les mêmes personnes qui ont infiltré ou pris le contrôle de James O'Keefe de manière hostile étaient impliquées avec Turning Point USA.
James O'Keefe était le fondateur et le président de Project Veritas, et lui, Charlie et moi-même, nous sommes tous rencontrés en même temps. En novembre, lors de cet événement du David Horowitz Freedom Center dont je vous parlais, James O'Keefe était vraiment jeune. Donc, nous avons tous un peu grandi ensemble dans ce mouvement et avons toujours été très protecteurs les uns envers les autres. Ainsi, le 20 janvier, il y a eu une sorte de prise de contrôle hostile, ce qui, du moins pour le public, ressemble à une prise de contrôle hostile de Project Veritas. James O'Keefe se fait évincer. Il est évincé du conseil d'administration de sa propre entreprise. Et Charlie annonce publiquement son soutien à ce qu'il perçoit, comme le reste du monde l'a perçu, comme une sorte de prise de contrôle hostile. D'accord. Le 21 février, nous avons maintenant BND, d'accord? Il arrive à Saint-Louis, Missouri, et il atterrit à 14h38 et il va rester jusqu'en mai. C'est le bleu que vous allez voir. Il reste plus longtemps quand il arrive, puis le jaune viendra derrière lui. BTT viendra derrière lui, d'accord? Le 25 février, BTT arrive. Et BTT, encore une fois, ils volent tous les deux depuis le Caire à chaque fois, généralement via Paris, et atterrissent ensuite à Saint-Louis, Missouri. Et ceci est pertinent car le 27 février, cette personne, dont je n'avais jamais entendu parler auparavant, s'appelait Sean Feucht, je crois que je prononce correctement, Sean Feucht, est annoncé comme contributeur religieux de Turning Point USA. Maintenant, ce type est toujours en partenariat avec Rob McCoy aujourd'hui et à ce jour, chez Turning Point USA, il s'occupe des activités religieuses de Turning Point USA. Et c'est aussi pertinent parce que, d'après tout ce qu'on entend, ce type est un escroc. Ce que je veux dire, c'est que des gens se sont manifestés en disant que l'argent semblait louche avec ce gars-là. Ce n'est pas un vrai chrétien. Il a fait face à des accusations de fraude, de détournement de fonds. Je suis en train de vous dresser un tableau, mais pour rester sur cette histoire de Sean Feucht, j'ai dû en fait faire des recherches sur lui et je l'ai vu dans sa biographie et sur Wikipédia d'ailleurs. Donc, je n'ai en aucun cas fait une enquête approfondie sur lui, mais je me suis dit, ce nom me dit quelque chose. Et il me dit quelque chose parce que beaucoup de gens nous ont envoyé des emails après l'assassinat de Charlie et ils pensaient que Sean Feucht était le gars qui se tenait debout en criant USA, USA, et je crois qu'il a fait une vidéo pour le nier, mais c'est la seule chose qui me soit familière. C'est la seule façon dont ce nom m'était familier. Alors, cherchons sa biographie et on y apprend qu'il est né dans le Montana. C'est le fils d'un dermatologue. Ce dermatologue n'est pas nommé. Il est bien sûr un sioniste chrétien, les gars, c'est évident. Mais il a grandi en jouant de la musique dans une église de la Nouvelle Réforme Apostolique, d'accord? Nouvelle Réforme Apostolique. À partir de maintenant, on va appeler ça NAR, N-A-R, d'accord? Et il enregistrait des prières et des prophéties qui étaient faites et qui ont eu un impact sur Feucht. C'est ce qu'on dit à propos de son enfance, d'accord? Il participait au rassemblement de prières de l'apôtre Nar Chayon. C'est ce qu'on nous dit. D'accord. L'essentiel, c'est qu'il est impliqué dans le Nar. Maintenant, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce qu'il y a une utilisatrice de Twitter, une ex-utilisatrice nommée Melissa. Elle se fait appeler Mel et utilise le pseudo Village Crazy Lady. Et elle et moi avons discuté parce qu'on sait tout de suite quand quelqu'un est authentique. Et je l'observais et je me disais, OK, elle est dans le coup. Elle est comme moi. C'est une maman. On ne plaisante pas avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et elle dénonce les gens à droite et à gauche. Elle n'est pas pro-Israël. Elle est aussi catholique. Quand elle et moi avons parlé de Turning Point, elle m'a demandé « Tu connais le NAR ?» J'ai dit « Non, je ne connais pas le NAR. C'est quoi le NAR ?» Et elle m'a dit « Je me penche là-dessus, je creuse cette histoire de NAR. Il y a quelque chose là-dedans. Si tu commences à parler de Rob McCoy, il se passe quelque chose ici. » Donc, elle descend dans le terrier du NAR, au sens figuré. Si tu ne sais pas qui elle est, tu devrais la suivre. Je lui ai dit d'épingler tout ce qu'elle a appris sur le Nord en haut de son profil aujourd'hui. C'est la folle du village, mais ça, c'est l'intro. Donc, le Nord sera pertinent. Encore une fois, nous en sommes au tout début de cette enquête. Revenons à notre chronologie ici. D'accord. Donc, il a annoncé qu'il allait prendre la tête. Rob McCoy est évidemment maintenant le coprésident de TPUSA Faith. Il fait entrer Sean Feucht, vraisemblablement. Et le 28 février, Sean Feucht a annoncé qu'il allait diriger la tournée Kingdom of the Capitol. Il devient ainsi le visage de cette tournée religieuse de Turning Point USA. Donc,
Et bien sûr, le premier événement qu'ils organisent, comme je viens de vous le mentionner, c'est que l'avion arrive à St. Louis, Missouri. Et effectivement, Sean Foy était là. TPUS Faith était là. Ils sont au Capitole et ils organisent cet événement. D'accord. Très intéressant. Je me suis dit, OK, c'est plutôt intéressant. Continuons. Maintenant, je vais juste faire défiler ça parce que c'est ma première chronologie, parce que ça va continuer à se développer partout où Charlie parle. Prenons l'exemple du 24 mars 2027. Je vais vous dire pourquoi cela m'intéresse. Turning Point USA organise son tout premier sommet des pasteurs de la foi. J'ai mal orthographié ça ici. Le sommet des pasteurs de la foi, et il se tient à Nashville avec la participation de Rob McCoy. Et voilà que, pendant qu'ils sont là, il y a une fusillade trans, une fusillade traumatisante impliquant une personne trans dans laquelle les fédéraux procèdent à une dissimulation. Vous vous souvenez de cette fusillade parce qu'elle a eu lieu dans une école primaire chrétienne? C'était dans une école primaire chrétienne. Ça, c'était incroyablement traumatisant pour nous tous qui vivions ici, et puis doublement traumatisant. Pas seulement parce que nous avons des enfants, mais aussi parce qu'on n'a eu aucune réponse. Ils voulaient juste étouffer l'affaire. C'est juste une personne trans folle. Il n'y a rien d'autre à voir ici. Au revoir. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est Rob McCoy n'a vraiment pas de chance, c'est ce que je dirais, parce qu'il était là quand cette fusillade trans a eu lieu. Évidemment, il est très proche de Charlie Kirk quand la fusillade de ce dernier a eu lieu. Il dit « J'étais son pasteur ». Mais aussi, j'avais reçu une information selon laquelle Rob McCoy, qui vient de Thousand Oaks, un endroit qui se trouve être très corrompu, était très impliqué dans une fusillade qui a eu lieu en 2018. Quand je dis impliqué, je devrais reformuler cela. Je ne veux pas dire qu'il a tiré sur quelqu'un. Ce que je veux dire, c'est qu'il était le pasteur à proximité de Thousand Oaks. La fusillade de Thousand Oaks qui a eu lieu dans un bar où un vétéran a tiré sur les gens. Skylar, peux-tu chercher ça? Parce que je ne me souviens même plus des détails. Nous avons reçu un email et il disait qu'il était très proche de la mère du tireur. Le tireur était un vétéran. Ils ont tué 2 anciens Marines ainsi que d'autres personnes qui, semble-t-il, se trouvaient dans ce bar. C'était quel bar? Quelque chose comme bar et grill? Je vais vérifier ça dans une seconde si vous ne l'avez pas rapidement. 2018. Donnez-moi une seconde, les gars. Je veux simplement m'assurer que nous connaissons les faits concernant le moment où cela s'est produit. Fusillade de Thousand Oaks, 2018. Je ne peux pas vous entendre si vous me parlez dans l'oreille, mais oui, il y a eu une fusillade ici au Borderline Bar, d'accord? Ceci se passe le 7 novembre 2018. Un ancien mitrailleur des Marines, d'accord? Ouvre le feu sur les clients du bar-restaurant Borderline. Il tue 11 clients puis se suicide. Et puis, quand on apprend qui sont les victimes, il y a d'autres Marines et des vétérans parmi eux. Donc, je commence à avoir le sentiment, d'ailleurs, et je ne sais pas pour vous, mais ce sont les réflexions de Candace, que peut-être ces fusillades, soi-disant aléatoires, qui sont aussitôt étouffées mais impliquent toujours un vétéran de l'armée, ne sont en fait pas si aléatoires. Et si l'armée était impliquée dans ces affaires, il y a une cible à l'intérieur. C'est une transition. Pour revenir à Rob McCoy et à sa malchance, cette personne m'a dit qu'il connaissait la mère du tireur, qu'il était son pasteur ou quelque chose comme ça. Je suis prête à corriger si besoin. Mais il s'est aussi rapproché de la famille de la victime et la famille de la victime s'est fâchée contre lui. Bref, gardez ça dans un coin de votre tête. Je me suis juste dit que je devais mentionner qu'il a vraiment de la chance ou plutôt de la malchance. Le 27 mars, comme je l'ai dit, c'est le jour où a eu lieu cette fusillade dans la tranchée à l'école élémentaire Covenant à Nashville. Et ensuite, on revient à notre chronologie. Vous pouvez voir que le 1er avril, il y a cet avion. On va l'appeler l'avion jaune pour les besoins de cette chronologie. L'avion jaune vole du Caire, toujours via Paris jusqu'à Saint-Louis, encore une fois. Et il atterrit dans le Missouri. Et devinez quoi? 2 avril, TPUS Faith? Co-présidé par Rob McCoy, la tournée débutera le lendemain par un événement dirigé par Sean Foy à Jefferson City, dans le Missouri, alors que cet avion sera sur place. OK, continuons. OK, le 6 avril, il part et passe toujours par le Delaware lorsqu'il part et retourne au Caire. OK, maintenant je note simplement ici pour vous d'autres endroits où Charlie se trouve, où il est, parce que je sais que cela va s'intégrer dans ma chronologie. Vous savez, je regarde et Sean Foy est en Israël pour des affaires de foi supplémentaires. Je ne sais pas si Turning Point sponsorise ce voyage ou non.
C'est pour ça que j'ai mis une note ici. Charlie, à ce moment-là, prend la parole à Sacramento le 13 avril. L'avion jaune arrive de nouveau. Cette fois, il vole vers le Kansas. Du Caire au Kansas. Et le 23 avril, Sean Feucht dirige l'événement Tepusa Faith Kingdom to the Capital Tour qui a lieu à Topeka, Kansas. Donc, j'ai une question. Comment est-il arrivé ici depuis Israël? Est-ce qu'il a atterri à Wichita la veille, puis fait le très court trajet pour arriver à son événement? Je ne sais pas, mais je le mentionne parce que, encore une fois, on retrouve cet avion ici et qu'il y a un autre événement Tepusa Faith qui se déroule tout près. C'est à peu près, je pense, un peu moins de 2 heures pour aller de Wichita, Kansas à Topeka, où la tournée Tepusa Faith Kingdom of the Capital continue. D'accord. Le 3 avril, BND est ici pour il effectue un vol d'essai. Je crois que j'ai peut-être fait tomber ce truc bleu. Ah oui, il a été là tout le temps, c'est vrai. Cet avion reste ici longtemps. Donc, il est là depuis le 21 février, puis il va partir et il s'en va seulement le 9 mai. D'accord. Ça va clore 2023. Littéralement, chaque fois que cet avion est ici, je peux associer un événement TPUSA Faith qui a lieu. C'est quand même une sacrée coïncidence, non? Le 9 février, nous entrons dans l'année 2024. Je suppose qu'il vaut mieux commencer par janvier. Le 3 janvier 2024, Mikey McCoy est promu chef de cabinet de Turning Point USA. J'ai l'adresse email interne. C'est donc un fait. Il obtient la promotion. Et maintenant, vous pouvez le constater, je suppose que les McCoy sont beaucoup plus impliqués dans Turning Point USA. Je ne les connaissais pas. Donc, ça doit être l'année où ils se sont vraiment impliqués, parce que je vais faire mon dernier discours pour eux en juin 2024. Quoi qu'il en soit, il est promu chef de cabinet. Et puis, le 8 février, la tournée sur les campus de Charlie est annoncée publiquement. Je la fais avec lui. Le 9 février, notre avion arrive. Notre avion militaire égyptien arrive. Cette fois, il se dirige vers le Nebraska, il atterrit dans le Nebraska, puis vole directement vers Lincoln, Nebraska. Il atterrit à Omaha, puis vole directement vers Lincoln et il reste à Lincoln pendant 5 jours mystérieux. Maintenant, je me creuse la tête. Je n'ai rien trouvé concernant Turning Point, mais je me suis dit, je parie qu'il se passe quelque chose avec Turning Point à Lincoln, Nebraska, parce que c'est un endroit assez précis pour que cet avion s'y rende. Et voilà, Turning Point USA. Le 11 février, pendant que tout cela se passe, un chapitre s'ouvre à Lincoln, Nebraska. Je ne plaisante pas. Voici la publication. Alors, pour être clair, parce que certains vont dire « Oh, ils avaient déjà organisé des événements à l'Université du Nebraska. » Ils avaient un chapitre régional, ce qui, dans le jargon de Turning Point, signifie que s'il n'y a pas assez d'intérêt dans une certaine zone, ils créent ces chapitres régionaux. Et vous savez, les personnes de cette région qui s'intéressent à Turning Point USA vont s'organiser pour que des événements aient lieu. Ils n'avaient pas de chapitre du Nebraska spécifique à Lincoln selon leur propre compte Instagram, comme vous pouvez le voir, jusqu'au 11 février. Ceci est un compte Instagram de chapitre, je préfère préciser. C'est celui de l'UNL, l'Université du Nebraska à Lincoln, qui annonce notre première réunion hebdomadaire. La voici. Et je crois que tu as coupé le lien. Oh, et c'est sur le côté droit. À partir de la semaine prochaine, TPUSA à l'UNL, c'est officiel. Notre première réunion hebdomadaire. D'accord. Le 20 février, Nebraska City Campus, c'est bon. C'est bon. J'aimerais savoir si vous êtes un initié de Turning Point USA et que vous regardez cette émission, qui a lancé ce chapitre? C'est très pertinent pour mes recherches en ce moment. Qui a lancé le chapitre de Lincoln, Nebraska? Parce que je n'arrive pas à trouver cette information. J'ai cherché partout. J'ai essayé de voir qui était la première personne. En général, je pense que pour lancer un chapitre, il faut faire une demande. Donc, il doit bien y avoir des étudiants et peut-être que vous êtes à Lincoln, Nebraska et que vous pouvez vous renseigner. Qui ont dit « Et lançons ce chapitre à Lincoln, Nebraska, tout seul. On ne va plus être régional. J'ai besoin de savoir qui c'est. » D'accord. Donc, ça arrive. Et puis, le 14 février, notre avion repart pour le Caire. Et cette fois, BTT quitte le Caire, reste à Wilmington pendant 2 jours, puis repart pour le Caire le 16. Oui, d'accord. Donc, c'est le 14 février, c'est bien ça? Il revient. Assez rapidement. Le 29 mars, BTT, notre avion jaune, quitte à nouveau l'Égypte et revient à Wichita, Kansas.
Il atterrit à 14h19, à Wichita, Kansas. Et devinez qui était au Kansas cette semaine-là. Je veux dire, c'est juste incroyable. C'est incroyable. Charlie Kirk donnait une conférence à l'Université du Kansas, d'accord, le 3 avril. Alors, prévenez-moi quand vous vous sentirez mal à l'aise et que vous réaliserez que ce ne sont pas des coïncidences, d'accord? C'est un complot. Cet avion suit Turning Point USA Faith et Charlie Kirk, ou Charlie Kirk d'ailleurs, lors de ces événements TPUSA Faith. Il est possible que Charlie ait parlé. Je ne le trouve tout simplement pas. Il est très difficile de rechercher Charlie Kirk en ce moment et de revenir en arrière. Je vais donc continuer à développer cette chronologie, mais vous commencez à comprendre. Continuons. Oui, cet avion atterrit ici. Et puis, voici une information datant du 9 avril. Charlie est à Omaha, dans le Nebraska, où il prend la parole à l'église Lord of Hosts. En général, il fait des choses liées à la foi de TPUSA. Puis notre avion bleu arrive, vous vous souvenez, c'est celui qui, chaque fois qu'il est là, reste stationné un moment. Il reste effectivement immobile le 19 avril. Il va à Provo. Il arrive du Caire en passant par Paris. Il fait une escale à Salt Lake City et continue ensuite vers Provo. C'était le 19 avril. Et voilà que BTT va ensuite arriver du Caire via Paris en passant par le Dakota du Nord jusqu'à Provo. Les avions sont ensemble. Encore une fois, ils se retrouvent. Ils se suivent à la trace. Qui est dans la région? Qui est dans l'Utah au même moment? Bien sûr, Charlie Kirk. Charlie Kirk organise un événement à Salt Lake. Un événement universitaire. Désolé, ce n'est pas l'université de Salt Lake. C'est l'université de l'Utah à Salt Lake City. Je pense que c'est exact. Donc, il organise un événement à Salt Lake, à l'université de l'Utah. C'est un événement « Prouve-moi que j'ai tort ». Charlie Kirk est là, évidemment. Et ensuite, nous avons ce BTT, c'est notre avion jaune qui part le 28 avril. L'événement de Charlie est terminé, donc nous pouvons passer à autre chose. J'ai aussi noté ici que Charlie a parlé dans le Dakota du Nord, donc il est dans la région. Et puis, le 17 juillet, notre avion bleu va partir, n'est-ce pas? Il est toujours en retard par rapport à notre avion jaune. Passons maintenant à 2025. C'est l'année où Charlie se fait assassiner, non? Je ne sais pas ce que fait cet avion. Je ne sais pas qui est dans l'avion. Je sais en revanche que si Tulsi Gabbard ou Joe Kent regardent potentiellement ceci, ou si, comme ils l'ont déclaré ou comme le public l'a compris, ils sont empêchés d'accéder à Kash Patel, vous devriez pouvoir examiner ces vols et voir qui figure sur ces manifestes. Et cela va être extrêmement pertinent. Je vous le dis, cela va être extrêmement pertinent. Et selon moi, ils vont essayer de cacher cela ou de mentir à ce sujet. Et je me demande si ces avions n'avaient peut-être pas à leur bord quelques Américains. Parce que cela serait incroyablement pertinent. Bref, passons à 2025 maintenant. Nous allons commencer simplement. Les avions n'arrivent pas du tout au début. Là, je me contente de noter l'emploi du temps de Charlie. Le 23 mai, c'est la première fois qu'un des avions arrive et c'est l'avion bleu. L'avion bleu reste sur place et y demeure un certain temps. Et je dirais que, pour nous, quand nous avons regardé cela, cela semblait être un arrêt de maintenance légitime, comme s'ils étaient venus parce qu'il y avait simplement des vols d'essai qui avaient lieu à ce moment-là. Je n'en suis pas certain. Évidemment, nous construisons cette chronologie au fur et à mesure, mais l'avion bleu, notre avion de retard, arrive à Provo le 23 mai. D'accord, nous allons continuer avec cette chronologie. Vous pouvez voir qu'en juin 2025, d'ailleurs, c'est à ce moment-là que l'article est sorti. Sean Foy est accusé de manière crédible d'avoir été impliqué dans une fraude et un détournement de fonds. Il y a plusieurs organisations qui s'unissent pour affirmer qu'il est immoral, qu'il est contraire à l'éthique, qu'il a des activités financières douteuses, il a déformé la réalité de ses activités ministérielles. On l'accuse de sollicitation financière incessante mêlée à de grandes visions, ce qui a conduit à des gains financiers considérables et à un flux constant de travail bénévole non rémunéré. Ça commence à sembler un peu familier ici. Et ils affirment qu'il utilisait prétendument, je vais dire que c'est supposé, je lis cela dans l'article, des cartes de crédit professionnelles à des fins personnelles. Il a détourné des dons vers des comptes personnels. Il a gonflé les prix payés aux fournisseurs. Il utilise les fonds du ministère pour louer sa propre cabane dans le Montana pour la réunion du conseil du ministère. Je veux dire, il y a toutes ces allégations qui viennent de lui. Et d'ailleurs, même des personnes qui ont travaillé auparavant à Turning Point USA disent la même chose, qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Sean Foyt. Maintenant, malgré tout cela, et cela détaille les nombreuses propriétés qu'ils disent lui appartenir. Des propriétés très chères, d'ailleurs.
Il y aura toujours un aspect immobilier, c'est presque comme si le thème de l'immobilier allait revenir dans ce dont nous allons parler plus tard. Ils expliquent que ce type possède énormément de propriétés. Il fait circuler beaucoup de propriétés. Je trouve ça intéressant. Quand l'argent commence à paraître louche et que vous voyez que des gens possèdent beaucoup de propriétés, cela devrait vous intriguer. D'accord. Je ne fais aucune accusation contre lui, mais je vais faire des allégations plus générales. Quand j'ai commencé à gratter cette couche de l'Église mormone, je me suis demandé, est-ce une église ou un empire immobilier? Je n'ai jamais vu autant de transactions immobilières de ma vie. Des gens qui payaient en liquide, payant en espèces plus que la valeur du bien. Et je me dis, moi, quand je vois autant d'immobilier acheté en cash, je connais 2 ou 3 choses sur le blanchiment d'argent. Tout ce que je dis, c'est que c'est un bon business, non? C'est un bon business. Et je dois être honnête, ces méga-églises ont l'air un peu louches, d'accord? Elles ont l'air un peu louches. C'était qui déjà, Joel Osteen? Genre, le plombier réparait des toilettes et a trouvé genre $1 million dans la cuvette. Tu te souviens de cette histoire? Le pasteur de méga-église, Joel Osteen, son église. Je crois que c'était ça. Il faut que je retrouve l'info si tu peux la trouver. Skylar. Le plombier se dit « Hé, je suis là pour réparer les toilettes » et il découvre qu'il y a en fait presque $1 million en liquide dans l'un des murs. Et je crois que Joel Osteen a publié un communiqué en disant « Oh, eh bien, vous savez, nous sommes très surpris de voir cela. C'est très étrange. C'est dans les murs de notre église. C'est incroyable. Dieu nous a grandement bénis pour avoir soutenu Israël. » Je plaisante. Il n'a pas dit ça, mais je crois que l'excuse qu'il a donnée, la voilà. Le plombier faisait des réparations. Le 10 novembre, à la méga-église, blablabla. Il y avait des toilettes mal fixées dans le mur. Nous avons enlevé le carrelage et boum, 500 enveloppes sont tombées du mur. Et j'ai dit, oh, wow. Et puis le plombier a contacté la maintenance. Et l'excuse de Joel Osteen était du genre, nous avions de l'argent qui avait disparu à l'église. Voilà. Je ne sais pas. Ces pasteurs me font rire maintenant. C'est comme, je ne sais pas. C'est tellement fou. C'est vraiment fou. Voilà. Voilà, $1 million. Je ne t'avais pas vu là. Ça arrive tout le temps, les problèmes de riches, tu vois. Les problèmes de riches, il y a tellement d'argent qu'il faut le cacher derrière des toilettes. Et il a dit que c'est ce qu'il pensait que c'était peut-être. Pour moi, quand j'entends parler d'argent liquide qui circule comme ça, je pense à... Et on parle de beaucoup de ces méga-églises qui sont toujours en Californie ou en Arizona. Et je ne dis pas ça à propos de Joel Osteen. Je parle des implications plus larges du fait de trouver de l'argent liquide n'importe où. Je pense aux cartels, tu vois? C'est là où mon esprit va. Je me dis que l'argent des cartels passe la frontière et pourrait finir dans un placard quelque part. Encore une fois, je ne fais pas de lien avec Joel Osteen, mais je trouve quand même que le fait que cet argent ait été trouvé là est bizarre et que son excuse n'a aucun sens. Je le dis franchement. Maintenant, pour revenir à notre chronologie, où en étais-je déjà? On en est à bu. C'est là que les choses commencent à devenir un peu épicées pour Charlie Kirk, d'accord? Donc ça, c'est Sean Feucht. C'était en juin 2025. L'argent semble louche, d'après plusieurs personnes et organisations qui ont travaillé avec lui. Marc a pris note. Non, c'est incorrect, Marc. J'ai vérifié ça 3 fois. Tu penses à... Oh, c'est ce que tu disais. Oh, désolé. Oui, c'est là où on en était. C'est là où on vient d'arriver. Ah, d'accord. Je vais corriger ça. D'accord. Marc affirme que la section Lincoln a été ouverte. J'avais indiqué la mauvaise date. Cela devait se passer en mai 2025. D'accord. Nous y reviendrons. Laissez-moi traverser ça. Nous aurons donc Tucker Carlson qui prendra la parole le 11 juillet 2025. C'est très important. D'accord. Très important. Tucker Carlson monte sur scène à Turning Point USA et c'est la panique chez les donateurs. Dans une panique totale. Il prononce un discours. Il dénonce Jeffrey Epstein, n'est-ce pas? Il dénonce Jeffrey Epstein. Dave Smith prend la parole. Il parle d'Israël comme étant un problème. Il reçoit des acclamations du public, n'est-ce pas? Ce public se dit « Ouais, non, pourquoi sommes-nous liés à cette nation du Moyen-Orient qui est en train de commettre un génocide? » Mais il dit aussi des choses comme « Vous savez que les personnes qui servent dans des armées étrangères devraient probablement être déchues de leur nationalité, quelque chose dans ce genre. » Il s'interroge également sur l'origine de la fortune de Bill Ackman. Et oui, ce n'est qu'un discours. Et d'ailleurs, c'est Charlie qui lui a dit en coulisses « Vas-y à fond contre Israël. » Droite,
C'est fini pour lui. Charlie a terminé. Il l'est, tout simplement. C'est la réalité. Tout simplement. C'est pour ça que j'étais fou. Des gens essaient de mentir à ce sujet. Je me suis dit, ce sont des mensonges. Ça ne passera pas. Il dit à Tucker Carlson d'y aller à fond. Maintenant, je sais pertinemment que lorsque Tucker est descendu de scène, une donatrice, une femme que je n'ai pas encore nommée, a immédiatement commencé à crier sur Charlie. Charlie subit alors toute la pression des donateurs. Tu n'as pas le droit d'être anti-Israël. C'est le bon moment pour mentionner que la dernière fois que j'ai pris la parole à la conférence de Turning Point USA en 2024, j'ai eu cette conversation de couloir un peu aléatoire avec Tyler Boyer. Tyler Boyer, c'est le roi du louche chez Turning Point USA. C'est lui, comme je l'ai dit, qui a embauché toutes les personnes autour de Charlie. Si tu crois que Turning Point USA est une organisation chrétienne, tu te fais avoir. C'est une organisation mormone, d'accord? Et Tyler Boyer m'a dit en coulisses qu'il se passait quelque chose entre Charlie Kirk et Nick Fuentes. Je ne me souviens plus. Encore une fois, c'était en 2024. Je lui ai dit, pourquoi ne pas juste faire débattre Charlie et Nick? Pour moi, la chose la plus logique, c'est d'organiser le débat. Non, c'est tout. Je crois que Nick était peut-être venu à la conférence avec quelques personnes parce qu'il faisait ça pendant un moment. Et j'ai dit, pourquoi tu ne le débats pas tout simplement? Je ne sais pas, je suis pour la discussion. Et Tyler m'a dit, Turning Point USA sera à jamais pro-Israël. On ne sera tout simplement jamais autre chose que pro-Israël. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment, mais avec le recul, c'est un peu étrange à dire. Qu'est-ce que tu veux dire par « ça ne sera jamais anti-Israël » ? Qu'est-ce que tu veux dire par « ça sera toujours pro-Israël » ? C'est ce que nous sommes. Nous sommes pro-Israël. Que veux-tu dire par là ? Tu es censé être une organisation pour la liberté d'expression. Et ce qui va avec la liberté d'expression, c'est la capacité de penser librement. La capacité de traiter l'information qui t'est communiquée et de penser librement. Tu te soucies des marchés libres, ce qui, à mon avis, dépend en réalité de la liberté d'expression pour exister. Je ne pense même pas que les marchés soient libres en ce moment. Donc j'essaie juste de comprendre ce concept selon lequel Turning Point ne sera jamais autre chose que pro-Israël, en fait, avec le recul. Et donc, si on avance d'un an, Sir Carlson est sur scène et son acolyte, son homme de hype, c'est Charlie Kirk. Et il dit « frappe-les fort » et il y va et il les frappe encore plus fort. Plus que tout. Et soudain, il y a une explosion, non? Et ils sont vraiment en colère. Ils sont très en colère. Josh Hammer est en colère. Seth Dillon est en colère. Il ne faudrait surtout pas qu'ils disent un jour la vérité à ce sujet. Ces gens allaient mentir. Oh, il n'a jamais bronché. Et nous étions tout aussi bons en tant que soutien. Bob Schulman est en colère. Et en gros, ils disent « Charlie, ça ne doit plus jamais arriver. Et tu dois être pro-Israël. » C'est un peu l'ambiance qu'ils dégagent, d'accord? Ça, c'est le 11 juillet. Et maintenant, notre avion revient d'Égypte. Juste 9 jours plus tard, il passe par Omaha, Nebraska, à 11h37 du matin. Il repart et se dirige vers Lincoln, Nebraska. Et il y reste pendant 6 jours. J'aimerais vraiment savoir. Et encore une fois, si quelqu'un a la possibilité de consulter les dossiers, peut-être que vous travaillez simplement à l'aéroport. J'aimerais vraiment savoir qui était dans cet avion. Je pense que cette date du 20 juillet est très importante. Très importante, d'accord. Je pense que les dates après la conférence TEPUSA sont cruciales pour ce qui s'est passé ici, d'accord? Charlie s'adresse ensuite à New York. Et après cela, il se rend à New York dans les Hamptons. Et lui, Charlie Kirk lui-même l'a décrite comme une intervention. Seth Dillon ment comme un arracheur de dents. D'accord. Les personnes présentes ont déclaré que Seth Dillon était turbulent, s'en prenant à Charlie et à ses opinions sur Israël. Charlie lui-même l'a décrite comme une intervention orchestrée en raison de ses opinions sur Israël. D'accord. Et peut-être qu'il n'allait pas essayer de voir s'il pouvait les réparer. Tu sais comment chaque épisode d'intervention finit. Il te demande si tu veux aller en cure parce qu'il t'aime. Ils lisent les lettres. Charlie, je me souviens de toi. Tu étais tellement courageux. Tu étais tellement courageux et tu aimais Israël et tu comprenais que ton rôle est d'être un bon petit goy et de faire ce qu'on te dit. Tu me manques. Veux-tu aller en cure de désintoxication? Mais cet appel ne venait pas de maman ou de papa. Cet appel venait de Bibi Netanyahou. Et en fait, c'est plutôt terrifiant. Bibi Netanyahou fait semblant d'être ton ami et viens en Israël. Comment sait-on que cela s'est produit? Parce que Bibi nous l'a dit lui-même. Donc ce n'est pas contesté, n'est-ce pas? Bibi s'est précipité. Il s'est empressé de faire de Charlie Kirk le meilleur goy d'Israël. Et il en a probablement trop dit.
Il a dit qu'il l'avait appelé il y a 2 semaines et qu'il l'avait invité en Israël. Et la partie qu'il a omise, c'est que Charlie a refusé. Donc, quand il a reçu l'appel pour aller en cure de désintoxication au sens figuré, Charlie a dit « Non, ça va, en fait ». Bibi a proposé de financer Turning Point pour passer au niveau supérieur. Andrew Colvett devrait pouvoir le confirmer. Oui ou non? Ne tourne pas autour du pot. Je n'ai pas aimé la danse qu'il a faite avec Alex. Oh, ceci, blabla. C'est un oui, d'accord? Passez à l'étape suivante. Mais avec quel argent, au juste? Il est pertinent et vrai que Charlie ignorait d'où venait l'argent. C'est pourquoi il a créé le Doge, d'accord? Il ignorait d'où venait l'argent et où il allait. Cela me semble être une opération de blanchiment d'argent très sophistiquée aurait pu se dérouler sous son nez. Maintenant, je ne suis pas expert comptable judiciaire. Je dis cela pour que ceux d'entre vous qui le sont puissent faire ce que vous savez faire et découvrir, pour Charlie, établir le Doge Internet, d'accord? D'où venait l'argent et où allait-il? Et puis, mes informateurs de Turning Point m'ont dit que l'argent avait effectivement l'air suspect, d'accord? C'était simplement beaucoup d'argent qui entrait très vite et qui sortait très vite. Et je peux vous dire à quoi ça ressemble. Nous n'avons aucun élément concret à ce sujet. J'ai seulement une idée de l'émotion de Charlie à ce moment-là. Il dit « Non, chérie, je ne sais pas d'où vient cet argent. Je vais bien. Je n'irai pas en cure de désintoxication en Israël et je ne prendrai pas votre argent. » Charlie dit non. D'accord. Et ce qui se passe ensuite après la retraite dans les Hamptons, c'est que et je pense que c'est un BTT, je n'ai pas publié ceci le 17 août. J'ai raté ça. BTT entre en scène. Est-ce BTT? Séjour de 6 jours. Oui, parce que c'est se retourner au Caire. BTT, c'est notre avion jaune, arrive au Nebraska et effectue immédiatement un vol vers Lincoln. Et encore une fois, je pense que ces déplacements sont très importants. D'accord. Membre de Turning Point USA, je sais que certains d'entre vous deviennent de plus en plus courageux. Que se passait-il dans le Nebraska? Que se passe-t-il avec le chapitre de Lincoln? Comment le chapitre de Lincoln s'est-il formé? Je crois que tu faisais remarquer que cela devait avoir lieu en 2025. Le chapitre de Lincoln s'est formé. C'est ce que tu disais, Marc? D'accord. Je vais donc modifier cela dans notre chronologie mise à jour pour que vous puissiez l'actualiser dans la vôtre. Que se passe-t-il à Lincoln dans le Nebraska? J'ai l'impression qu'il se passe ici quelque chose de très important. Ensuite, nous avons bien sûr le dernier moment où cet avion arrive. Et avant l'assassinat de Charlie, en fait, il arrive le 4 septembre. Il se dirige vers Minot, dans le Dakota du Nord, puis il va directement à Provo. Et il atterrit à Provo le 4 septembre à 12h46. Et il l'était. C'était un avion plein, d'accord? C'est ce que nous pouvons dire. C'était un avion plein selon une personne à l'étranger qui avait une connaissance intime de la situation et je pense que l'information est fiable. Et ce n'était pas un avion plein lorsqu'il est parti le matin où Charlie a été assassiné. Donc, en travaillant avec ça, que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il ici? Nous savons ensuite que 3 jours plus tard, soit le 13 septembre, notre avion bleu qu'il suit va traverser le Canada comme toujours. Il va quitter Provo. Ce train passera par le Canada, puis par Paris, avant de revenir au Caire, 3 jours après l'assassinat de Charlie Kirk. Cet avion transportait-il peut-être le reste des personnes restées sur place? Que se passe-t-il? Je veux savoir. Encore une chose que je veux te mentionner et Skylar, toi, en fait, je ne te l'ai pas dit. Je veux m'assurer que tu affiches exactement ce que je veux. D'accord, dans les notes de ma part, Charlie, parce que ce sont des choses sur lesquelles on travaille, je veux dire, Charlie, bon sang. Les notes de ma part, Skylar. Il est écrit que 2 jets ont atterri de l'Arizona à Provo parce qu'on a commencé à suivre ces jets. Je pense que les avions vont nous raconter une histoire. Si tu pouvais juste copier ça et à partir de là jusqu'à le 11 septembre, oui, ce serait super pour qu'ils puissent voir ça. Nous avons alors commencé à regarder les avions ce jour-là et quelque chose nous a frappé, en fait, Charlie. Je voudrais juste, enfin Charlie, bon sang, Skylar, si tu pouvais simplement supprimer le nom de l'agent, c'est la seule chose que je supprimerais parce que ce n'est pas pertinent pour eux. Je veux dire, c'est évidemment une information publique, mais nous ne voulons pas que cette personne soit submergée. Bref, donc il y avait 2 avions que nous avons pu identifier qui, juste après que Charlie se fasse tirer dessus,
On était mobilisés et depuis Scottsdale, en Arizona. On essayait de comprendre, d'accord, qui est arrivé. Et quelque chose qui nous a interpellés, quelque chose que nous trouvons intéressant, c'est que l'avion avec le numéro de queue 940 JD, n'est-ce pas, a eu un jour où il est parti de Scottsdale le matin. Et je crois que c'était, si tu veux afficher ça, Marc, ils sont partis à 7 heures du matin. Je vais l'afficher. C'est N40 JD. Je crois qu'il part à 7 heures du matin. Oh non, c'est l'autre numéro de queue. Je plaisante. L'avion G5. D'accord? Change ça. C'est pour ça qu'il doit l'afficher. Numéro de queue November 102 Delta Zulu. On l'aura dans une seconde. N102DZ nous intéresse parce qu'à 7h12 du matin, le matin à Scottsdale, donc c'est l'heure locale à Scottsdale, ils volent de Scottsdale à Salt Lake City. Donc tout de suite, je me suis dit, oh, ça pourrait être l'avion de Charlie. Mais ensuite, pourquoi Charlie irait-il à Salt Lake City? Non, il irait évidemment à Provo parce que Salt Lake City est à environ 60 miles. On ne prend pas un vol privé pour ensuite faire 60 miles en voiture, à moins qu'il y ait une raison, comme si l'aéroport était fermé. Et je ne pense pas que ce soit le cas. Peut-être que si. Vous pouvez me le dire, vous. Mais cet avion a décollé de Scottsdale, puis a atterri à Salt Lake City à 9h23 du matin, heure locale. Et puis Charlie se fait tirer dessus à 12h23 et cet avion décolle en urgence. Il quitte Salt Lake City et se dirige vers Scottsdale à 1h de l'après-midi. Donc c'est assez rapide. Mais venir de Salt Lake City, ça n'a pas de sens pour moi. Donc je me dis que ça avait quelqu'un à bord. Mais pourquoi sont-ils allés à Salt Lake City? C'est ce que j'essaye de comprendre. OK, et donc ce jet G5 revient ensuite à Scottsdale à 1h de l'après-midi. Heure locale. D'accord, parce qu'ils vont gagner du temps en revenant en arrière. Et puis, ils ne restent au sol que 15 minutes. Ils font demi-tour et repartent directement vers Scottsdale. Il est possible que cet avion ait récupéré Erika. Cet avion a peut-être embarqué quelqu'un. Beaucoup de gens arrivaient. Je crois qu'il y a, je ne sais pas, le nom de la femme de Mikey McCoy. Je crois qu'elle a dit qu'elle était là. Mikey McCoy était là. Je ne sais pas qui était dans cet avion. Mais je me pose des questions sur ce premier voyage, même pas sur le deuxième. Tu vas chercher des gens, car on sait que des gens se précipitaient là-bas. Tout le monde a raconté cette histoire 1000 fois. Mais pourquoi cet avion était-il à Salt Lake City au départ? C'est ça qui m'intéresse, je suppose, si ça a du sens pour vous. Et c'est sur cela que nous travaillons. Nous allons faire une petite pause ici, puis nous reviendrons tout de suite. Très bien, les amis. Je vais faire une pause pour vous parler de Preborn. Vous savez que je les aime et que j'apprécie leur travail parce que nous reconnaissons tous que le silence n'est pas bienveillant. Le silence, c'est du consentement. Et en ce moment, le plus grand silence entoure le sujet de l'avortement, les vies qui sont perdues avant même d'avoir eu la chance de prendre leur premier souffle. Si nous voulons nous considérer comme des défenseurs de la vie, nous devrions agir en conséquence. C'est pourquoi je vous demande de me rejoindre pour riposter avec des actions, avec la vérité et avec amour. Seulement 28 $, c'est ce qu'il faut pour offrir une échographie gratuite à une femme en détresse qui envisage un avortement. Ces 28 $ lui permettent de voir la vie qui grandit en elle, lui révèlent une vérité que notre culture occulte. Vous ne devriez donc pas passer à côté de ça. N'attendez pas la permission. Soyez audacieux, soyez clairs, soyez pro-vie en allant sur preborn.org. Candice. Donnez 28 $ ou même 10 fois plus si vous le souhaitez. C'est la limite à défendre. Se tenir pour la vérité et ce qui est juste, en sauvant des vies de l'avortement et en restant ferme dans l'Évangile. Encore une fois, rendez-vous sur preborn.org Candace pour offrir une échographie pour seulement 28 $. Je veux aussi vous parler de The Wellness Company, car c'est la saison des rhumes et des grippes, donc aussi celle du vaccin contre la grippe. Après tout ce que nous avons traversé ces 5 dernières années, le nombre de personnes vaccinées contre la grippe est historiquement bas. De plus, selon les données du CDC, le vaccin contre la grippe n'est que modérément efficace, quoi que cela veuille dire. Cela ne prend pas en compte les effets indésirables des vaccins. Pour rester en bonne santé, procurez-vous un kit d'urgence contre les contagions chez The Wellness Company. Si vous vous réveillez avec un mal de gorge ou le nez qui coule, vous pouvez traiter ces symptômes tout de suite avec un kit prescrit par un médecin contenant de l'ivermectine, de l'hydroxychloroquine, un Z-Pack générique et d'autres médicaments.
C'est comme avoir une clinique de soins d'urgence chez soi. Utilisez ce kit d'urgence contre les contagions de The Wellness Company. Je le fais parce que je refuse d'attendre aux urgences ou de dépendre d'une assurance coûteuse pour un simple rhume. Ouvrez le kit des réceptions, consultez le guide du médecin pour l'utiliser en toute sécurité et reprenez votre vie immédiatement. Ce kit est vraiment un sauveur avec des milliers d'avis de personnes comme vous et moi qui ont leur kit prêt en cas de besoin. Rendez-vous sur Teboeso Health Candice, utilisez le code Candice et économisez 48 $. Vous voudrez vraiment l'obtenir avant que la saison des rhumes et de la grippe ne commence. Encore une fois, c'est twc.health/Candice, code Candice pour 48 $ de réduction. Les kits sont disponibles uniquement pour les résidents américains. Il y a un autre aspect de tout cela qui m'interpelle et qui est apparu. Et encore une fois, il s'agit d'une opinion. J'ai essayé. Je ne l'ai pas abordé parce que c'est une opinion. Mais beaucoup de gens ressentaient cela à Turning Point USA. Et quand je dis beaucoup de gens, je parle des formidables personnes qui travaillent pour l'organisation et qui ne sont pas à la direction. C'est ça. Et ils avaient le sentiment que Mikey McCoy était en quelque sorte préparé à prendre la relève de Charlie Kirk. Et encore une fois, je ne l'ai jamais abordé parce que, vous savez, les ressentis ne sont pas des faits. Mais compte tenu de l'image que nous avons maintenant de son père, de ce dans quoi son père est impliqué, et du fait que Charlie s'écartait un peu de ce que je pense être une trajectoire prédéterminée pour Turning Point USA, j'ai beaucoup de questions. Aussi, une autre personne qui nous a écrit me racontait l'histoire de l'implication de Tyler Boyer dans, disons, la politique du comté de Maricopa en général. Par exemple, qu'est-ce qu'il faisait avant en Arizona? Et oui, c'est le genre d'histoire où il disait l'avoir approché plusieurs fois au sujet de détournement de fonds. Tu sais, Tyler, sortait avec de jeunes stagiaires masculins ou de jeunes employés masculins. Et ça ne lui faisait même rien. Il disait « Je suis prêt à témoigner publiquement parce que tout cela s'est produit. » Et j'avais la preuve que tout cela s'était passé. Et tout le monde est au courant pour Tyler Boyer chez Turning Point USA. C'est absurde. Mais c'est cette personne qui place des gens à des postes de pouvoir chez Turning Point USA. Il est juste impliqué, tout simplement. Ce qui était aussi intéressant, c'est le nombre de personnes qui parlent russe. Je te disais, par exemple, à UVU, il y a beaucoup de Russes et de gens qui étudient les études soviétiques. Même le président de l'UVU a fait des études soviétiques. Tyler Boyer a fait des études soviétiques. Il parle couramment russe, il y a passé des années. Et je vais supposer, quand je dis qu'ils parlent russe, qu'ils sont probablement plus liés à l'Ukraine pour boucler la boucle, parce que souvent les gens pensent à tort que ceux qui parlent russe sont russes. Et en réalité, les Ukrainiens, jusqu'à ce qu'ils en fassent une loi, ils ont dû arrêter de parler russe assez récemment. Ils étaient russophones? Non, parce que c'est la Russie et que c'est chez eux. Donc, c'est intéressant de considérer qu'il y a beaucoup de... Je crois même que la femme de Mikey McCoy pourrait être ukrainienne. Corrigez-moi si je me trompe à ce sujet. Mais c'est quelque chose que je trouve intéressant aussi, ou qui pourrait l'être. Ça ne l'est peut-être pas, mais en ce qui concerne Tyler Boyer, c'est vraiment très intéressant. Il était impliqué dans des orphelinats en Ukraine. Il a publié des choses sur l'aide aux orphelins russophones ou peu importe, il y a des années, je parle d'il y a 10 ans, et je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. L'ambiance ne me semble pas bonne. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi Turning Point, tu sais, qu'est-ce que leur campus faisait? Pourquoi des gens à Turning Point disent-ils qu'ils ne savent pas d'où vient l'argent? Pourquoi personne ne semble-t-il le pleurer comme il faut? Pourquoi ai-je l'impression qu'il s'agit d'une prise de contrôle hostile d'une entreprise? C'est comme ça que je le ressens, d'accord? C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que c'est une prise de contrôle hostile d'une entreprise. J'ai le sentiment que l'entreprise est devenue plus grande que Charlie parce qu'il était trop ambitieux et faisait confiance aux gens, pensant qu'ils étaient là pour les bonnes raisons. Mais ce que j'ai appris en politique, c'est que les gens ne sont presque jamais là pour les bonnes raisons. Vraiment. Si vous vous lancez en politique, vous pensez que vous allez rencontrer des gens bien. Tu es fou. Vous êtes fou. En fait, si vous avez beaucoup d'amis en politique, je sais probablement déjà que je ne peux pas vous faire confiance, car je sais ce qu'il faut pour se faire des amis en politique. Les amis de Charlie Kirk. Regardez ce qu'ils font. Kash Patel. Charlie l'a invité dans son émission. Kash Patel devrait être le directeur du FBI. Il s'est battu pour ça. Regardez comment agit Kash Patel, non? 33 heures. Clin d'œil, France Masson. Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Oh, le dossier de Tyler Robinson fait 33. Oh, la loge maçonnique à Sainte.
George, ou dans l'Utah, porte le numéro 33. C'est bon, on a compris, d'accord? C'était un assassinat à un très haut niveau et ils communiquent effectivement par la numérologie. Et si cela vous semble trop compliqué, c'est probablement parce que vous n'êtes pas dans mon club de lecture. Mais pour moi, c'est tout simplement la chose la plus sinistre et écœurante que ces gens puissent poser la tête sur l'oreiller la nuit et qu'ils vont simplement continuer. D'accord. J'ai l'impression que beaucoup de choses s'additionnent et que plus de gens devraient se pencher sur Turning Point Faith. Ils doivent se renseigner sur le NAR. Encore une fois, je suivrai Village Crazy Lady sur X. Elle est fantastique en recherche et elle les a tenus en haleine grâce à ses investigations. Et c'est le domaine qu'elle souhaite approfondir. Je ne peux pas courir après tous les lièvres. Et je pense que ce que nous comprenons, c'est qu'il s'agit d'un appareil qui ne concernait rien d'autre que la foi. D'accord. En fait, maintenant que je regarde la situation et que j'en apprends plus sur Rob McCoy, en sachant qu'il était le coprésident en 2024, peut-être en 2023, de Turning Point USA, il croit, et c'est pour cela que la question du sionisme chrétien devient si importante, qu'ils peuvent manipuler nos émotions et nous dire que c'est notre devoir biblique de soutenir l'État d'Israël. Parce que je pense que l'État d'Israël est probablement impliqué dans ce qui se passe à la frontière, dans ce qui se passe à l'étranger. Il est définitivement impliqué dans toutes ces guerres. Je veux dire, partout où vous regardez, Israël apparaît. Je veux dire, peu importe si vous parlez du Congo, ils diront « Regardez comment les chrétiens sont massacrés au Congo. » Oups, Dan Gartler, truc en diamant. Comment se fait-il qu'ils soient numéro 1 dans le commerce du diamant? Ils ne vivent pas dans un endroit où poussent des diamants. Alors, enfin, de quoi parle-t-on au juste? Mais de quoi parle-t-on avec ce pays? De quoi parle-t-on? Charlie était un sioniste chrétien parce qu'il croyait que c'était vrai. Et je crois en fait que c'est une perversion des Écritures. Et je vous en supplie tous. Ceux d'entre vous qui allez dans ces méga-églises, ceux d'entre vous qui êtes évangéliques, qui suivez ces influenceurs évangéliques, vous remarquez probablement en ce moment qu'ils restent silencieux sur le sujet de Charlie Kirk. Ils veulent passer à autre chose. Ils veulent montrer que c'est juste un tireur trans. Aucun ne se lève pour dire non. Je ressens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ressentons tous qu'il y a quelque chose qui ne va pas spirituellement. Et pourtant, ces gens essaient de vous dire qu'il n'y a rien à voir ici. Cela doit être votre signal d'alarme. S'il doit y avoir un tournant, ce ne sera pas celui qu'ils attendaient. D'accord? Je le ressens. Il y aura un tournant, mais ce ne sera pas celui sur lequel ils comptent, où un tas de chrétiens se voient servir de la bouillie et à qui l'on dit que c'est leur devoir divin de soutenir la nation d'Israël, tout en détournant le regard du fait qu'ils agissent de façon vraiment étrange dans les heures qui ont suivi l'assassinat de Charlie, en faisant beaucoup trop. L'homme fait des acrobaties pour vous dire qu'il n'a rien à voir avec ça. Il vous demande de mettre de côté votre instinct profond, votre instinct divin. Vous sentez bien que quelque chose ne va pas. C'est pour ça que vous regardez cette émission. Vous remarquez que les gens autour de Charlie n'agissent pas comme ils devraient, que leur émotionnalité ne correspond pas à la gravité de la violence à laquelle nous avons tous assisté. Au lieu de cela, ils se retournent contre moi. Ils font des vidéos sur moi parce que j'enquête. Ils vous mentent sur l'endroit où Charlie en était dans son parcours de foi. C'est secret. La question catholique doit rester secrète. Pourquoi? Tout commence à s'assembler, non? Ils attaquent Tucker Carlson parce qu'il s'en prend au sionisme chrétien. Ils sont en colère contre Charlie parce qu'il semble qu'il pourrait sortir de la réserve du sionisme chrétien, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, d'accord? C'est une plantation. Et ce qu'ils exploitent, c'est votre émotion. Ce qu'ils exploitent, c'est votre foi en Dieu. Et c'est le cas. Je n'ai aucun doute là-dessus. C'est corrompu, mais c'est aussi dangereux. C'est dangereusement corrompu. Et je pense que Charlie a appris cette leçon à la dure. Je vous remercie tous pour vos emails. Vous vous inquiétez pour ma sécurité. Merci de ne plus m'en envoyer, d'accord? Je comprends ce que je fais. J'ai relu mes messages encore et encore avec Charlie, certains que je n'ai même pas révélés. Et pour moi, cela ressemble à une mission christique pour réveiller le monde et leur faire prendre conscience du serpent qui s'est enroulé autour. De toutes les nations, et il le fait au nom de Dieu. Au nom de Dieu, les sionistes chrétiens vous disent de soutenir une nation, d'accord, qui a massacré des enfants en masse. Vous pouvez regarder les vidéos, ils vous disent de faire cela parce que c'est votre devoir biblique. Quand allez-vous vous réveiller?
Charlie Kirk, il a été le sioniste numéro 1 pendant très longtemps, sioniste chrétien pendant très longtemps. Regardez comment il le traite maintenant qu'il est mort. Il mente sur son nom. Vous devez vous réveiller, d'accord? C'est ma mission de partager ces informations avec vous pour vous faire ouvrir les yeux, parce que je pense que Charlie avait raison. Je pense qu'il y avait quelque chose entre lui et moi, d'accord? C'était, je ne sais pas, comme si c'était simplement destiné à arriver, vous voyez? Pas dans le sens que certains d'entre vous interprètent. Ce gamin, il était littéralement comme mon petit frère. Mais je veux dire, il y avait comme un appel supérieur derrière son assassinat dont il savait qu'il allait arriver. Il savait qu'il allait mourir. Il disait depuis qu'il avait lancé Turning Point USA que sa vie serait courte. Et il savait que ce serait moi qui me battrais pour lui. Il savait que ce serait moi qui serais celle qui se battrait pour lui. Il savait que je serais son David. Et c'est cette relation dont nous avons parlé hier, celle de David et Jonathan. C'était mon ami, d'accord? Je l'ai vu travailler, mais plus que tout, j'ai ri avec lui. C'était mon ami. Et spirituellement, tu n'es pas censé voir ton ami prendre une balle dans la gorge. Et après que cela arrive, tu as 2 choix, d'accord? Tu peux fuir. Tu peux fuir et dire « je ne veux pas finir comme lui ». Ou tu peux te battre comme un diable pour découvrir qui lui a fait ça. Et j'ai choisi la 2e option. D'accord? Je vais prendre quelques-unes de vos questions après cette courte pause. Très bien, les amis. J'interviens ici pour vous rappeler American Financing parce que, et si vous pouviez retarder vos 2 prochains paiements hypothécaires, c'est ce qui peut se passer ici. Imaginez mettre ces 2 paiements dans votre poche et enfin respirer un peu avant la saison des fêtes. Appelez American Financing aujourd'hui. Si vous êtes à l'étroit à cause des dépenses quotidiennes, des courses ou des factures de gaz qui s'accumulent, vous n'êtes pas seul. La plupart des Américains mettent ces dépenses sur leur carte de crédit, dont les taux sont très élevés, souvent entre 20 et 30 %. American Financing peut vous montrer comment utiliser la valeur nette de votre maison pour rembourser cette dette avec des taux autour de 5 %. Leurs conseillers hypothécaires salariés aident des propriétaires comme vous à restructurer leurs prêts et à économiser chaque mois sans aucun frais initiaux. Leurs clients économisent en moyenne environ 800 $ par mois, ce qui équivaut à une augmentation de 10 000 $ par an sans même avoir à changer d'emploi. Alors, appelez American Financing dès aujourd'hui et commencez à économiser. Le numéro est le 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10. Ou vous pouvez visiter americanfinancing.net/owens. Encore une fois, c'est americanfinancing.net/owens. Et bien sûr, je vous parle toujours de Nimi Skincare. Je les adore. L'industrie de la beauté nous disait à tous que nous avions besoin de toutes ces formules complexes pour avoir une peau saine. Et évidemment, ce n'est pas vrai. Le vrai secret est, bien sûr, la simplicité. C'est pour ça que j'aime Nimi Skincare. Nimi fait quelque chose qui semble assez radical en construisant l'une de ses gammes les plus populaires autour de l'un des ingrédients les plus riches en nutriments et les plus biodisponibles au monde. Le suif de bœuf nourri à l'herbe. Le suif est un secret ancestral. Sa composition est très proche de celle des huiles naturelles de notre peau, ce qui signifie que la peau le reconnaît vraiment. Ce n'est pas un revêtement chimique, c'est une véritable source de nutrition. Mimi propose 2 produits de leur gamme au suif que vous devriez connaître. Pour l'hydratation quotidienne, il y a la crème au suif Sunshine, votre crème de référence. Légère, elle s'absorbe vite sans sensation grasse. Elle est associée à de l'aloe vera apaisant et de l'huile de jojoba. C'est parfait pour le visage et le corps pour créer une barrière cutanée résistante contre les agressions du quotidien. Pour les zones à problème, ils proposent aussi le Buzz and Tallow Balm, un baume au suif et à la cire d'abeille. Il retient l'hydratation et protège votre peau des agressions extérieures, lui permettant de se régénérer. C'est le soin de la peau comme il doit être, simple, naturel, pur et efficace. Les ingrédients bénéfiques pour la peau sont fabriqués aux États-Unis. Pour commander, allez sur nimiskincare.com, découvrez la gamme Talaline et utilisez le code CANDICE10 à la caisse pour obtenir 10 % de réduction. C'est nimiskincare.com. Très bien, les amis, rapidement, car je dois filer à une réservation pour le dîner. Quelqu'un a fait un commentaire et je vous en remercie. Charlie a atterri à Salt Lake City, donc c'était bien son avion. Ça a du sens, ils auraient eu des infos. Je me demandais pourquoi il était là, mais apparemment, il avait un entretien avec le Restaurantology Summit. Vous pouvez donc ignorer ce détail.
Des commentaires de stars disant « Je tiens à envoyer une super photo aujourd'hui, car les sionistes veulent vous traiter de vermine parce que vous avez tant de partisans de la vérité. Nous t'aimons, Candace. Que Dieu te bénisse, toi, ta famille et toute ton équipe. Merci beaucoup. » Jill écrit « Je suis tellement déçue par mon pasteur Jack Hibbs. Il était si proche de Charlie et pourtant, à mon avis, il n'en a pas dit assez. » Jill poursuit « Leur loyauté envers Juifs et Israël a remplacé celle envers Dieu, l'Église et la vérité. » Oui, bon, écoute, c'est un autre grand pasteur. Je peux te parler de Jack Hibbs. PragerU me recommandait aussi cette personne. Il voulait que je l'interviewe. Il se peut même que je l'ai fait. Je ne m'en souviens pas. Mais il répétait « Pasteur Jack Hibbs, Pasteur Jack Hibbs ». Et maintenant, je regarde ça. Et je me dis que ça fait partie d'une opération. C'est probablement une partie d'une opération. Toutes ces personnes qu'il voulait que je mette en avant. Lila Rose, Jack Hibbs, Tim Ballard. Je repense à tout ça, je réfléchis. Et je me rends compte que, comme je l'ai dit, j'avais des personnes qui me guidaient et qui me dirigeaient vers certaines actions. Je n'ai jamais vraiment remis en question ce qu'ils me demandaient de faire jusqu'à aujourd'hui. Donc, Jack Hibbs faisait aussi partie d'un événement religieux de Turning Point USA et je porte un regard critique sur la foi au sein de Turning Point USA. D'autant plus qu'ils se fichent complètement des accusations portées contre Sean Feucht. Et que font-ils? Cela n'a pas d'importance. Nous allons tout simplement continuer à travailler avec lui. Rob McCoy, Alpaca René écrit « Que Dieu te bénisse, Canis. Tu es un guerrier fait pour un temps comme celui-ci. Merci pour toutes ces heures de recherche pour découvrir la vérité. Je prie Jérémie 29:11 sur toi et ta famille. Merci. » Voiceless écrit « J'aimerais voir comment les tendances Google correspondent à ces vols au nom des personnes décédées dans ces fusillades, aux tireurs, etc. » Eh bien, il se trouve que l'un de ces avions, j'ai oublié de le mentionner, et c'est le deuxième. L'avion bleu, je crois, a été recherché sur Google par Israël. Le numéro d'immatriculation de cet avion a été recherché sur Google par Israël le 8 septembre, 2 jours avant l'assassinat. À vous d'en tirer vos propres conclusions. Tim Morgan écrit « Candace, regarde Sean Feucht et les allégations de mauvaise gestion financière du ministère en ligne. » Et lui et le pasteur McCoy prévoient une tournée du christianisme courageux pour honorer Charlie. Je supplie vraiment les vrais chrétiens dans ce monde de faire des recherches sur ces hommes, de regarder cet épisode encore et encore, de réfléchir à ce que je vous dis, à savoir qu'il y a clairement eu une infiltration et que les sionistes chrétiens en sont à la tête. Et je comprends que je suis maintenant en guerre contre eux tous. C'est très bien. D'accord. J'ai compris que j'étais en guerre au moment où Charlie a pris la balle. D'accord. Je comprends. Que va-t-il suivre? Ce ne peut être que la guerre, non? C'est soit la soumission totale, soit la guerre. Et je ne vais pas me soumettre à ces démons. De toute façon, les gars, je suis désolée si j'ai raté votre commentaire. Norman Finkelstein, interview avec lui. J'ai repoussé car c'était important de diffuser ceci, car il faut partager l'information. Cette interview sera diffusée à 19h. Heure de l'Est, donc dans environ 30 minutes si vous restez avec nous. C'est une interview incroyable et elle tombe à point nommé compte tenu de ce que je vous dis à propos du sionisme chrétien. Vous devez ouvrir les yeux sur ce qui s'est passé à Gaza et sur ce qui s'y passe réellement et il se peut que les écailles tombent de vos yeux aussi vite qu'elles sont tombées des miens. Sur le sujet d'Israël, il n'y a aucune justification. Il ne peut absolument pas y avoir de justification divine pour ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont toujours fait à Gaza. Ce qu'ils ont toujours fait à Gaza. Ce n'est pas nouveau. Cela n'a pas commencé le 7 octobre. Cela dure depuis qu'ils ont volé leurs terres sous la menace des armes. C'est un véritable holocauste depuis 1948, selon la définition légale d'un holocauste, que Norm Finkelstein expliquera mieux que moi. Et une fois que vous reconnaîtrez les personnes qui défendent cela au-delà de toute limite, vous commencerez à les voir comme possédés par une sorte de démon. Et généralement, ce démon n'est rien d'autre que l'argent. Ils veulent juste l'argent. Et la Bible est explicite à ce sujet, n'est-ce pas? On ne peut pas avoir les deux. Et comme je l'ai dit, le peuple élu de Dieu n'approuve pas cela. En fait, seuls les élus de Satan pourraient le faire. Quoi qu'il en soit, on se retrouve lundi.